Josépha Delamore au microphone, vous écoutez Cosette Discutante, un podcast autonome et autoproduit par Ça s'invente pas, ça se vit. Ça s'invente pas, ça se vit. Des témoignages de bout de vie. Aujourd'hui, c'est Maurice l'homme qui cause. Maurice est un homme blanc, cisgenre à lunettes et un poil barbu. Maurice y cause de ses avis et de ses points de vue, de sa vision à lui, de ce qu'il a vécu. On cause de où et comment nous nous sommes rencontrés, de lieux d'accueil autonomes à obédience illégitime et à tendance artistique, du fait qu'il ne fait pas bon de confondre décrochage de tableaux et décrochage de drapeaux, d'une certaine bassine à Sainte-Soline dont il n'aura jamais vraiment pu se rapprocher, d'un souvenir en plastique gros comme un cul de verre à vin gracieusement offert par une grenade de la maréchaussée. Je vous souhaite une bonne écoute et vous invite à bien monter le son car la technicienne du montage audio n'est pas vraiment surqualifiée et ça s'entend. Bonne balade dans cette réalité. Bonjour Angélique, comment tu vas? Ah, il est magnifique ce conditionnement. Bonjour Maurice. Maurice, c'est la première fois que tu parles dans un micro et moi, c'est la première fois aussi que je parle dans un micro avec quelqu'un. Donc c'est nos premières fois. Parce que le sujet qui m'avait chauffé fait partie des gens qui étaient allés à Sainte-Soline. Ouais. Et quand je t'ai entendu commencer à me le raconter, j'ai fait « waouh !» Et je me disais que c'était chouette de partager les vérités des gens qui y étaient, parce qu'il y en avait plein qui y étaient, que les médias ont une force colossale, et plus on sera de petits à discuter, plus on sera plus. Alors pour te géolocaliser dans la société et dans l'espace, tu es dans quelle tranche d'âge horaire d'être humain et dans quelle catégorie socio-professionnelle ou pour que les gens se situent un petit peu? Dans la tranche d'âge, je vais avoir 67 ans. Et la catégorie, je suis retraité depuis un certain nombre d'années. J'étais infirmier psychiatrique, je me suis arrêté il y a quasi 10 ans. Sociologiquement, c'est ça, quoi. C'est un type de 67 ans qui est retraité, quoi. Il y a quelques années, j'ai posé pour Maurice, et quand je reviens sur Bordeaux, j'appelle Maurice et je lui dis vas-y, on fait des photos pour voir l'évolution de ma tronche au fur et à mesure des années qui avancent. Est-ce que c'est par le biais de la photo que tu t'es retrouvé sur Sainte-Soline? Oui et non. Ça fait quelques années que je suis, j'allais dire militant, c'est pas vraiment le mot, mais enfin que je suis proche des mouvements écolos. Je fais partie de ceux qui ont décroché Macron, par exemple, en 2019. À ce sujet, notre procès, nos 5 procès viennent de se terminer par une cour de cassation qui a dit qu'on était définitivement relaxé, qu'on n'avait aucun chef d'accusation contre nous. Et ça a duré combien de temps la blague? Depuis 2019, donc on est en 2023, donc ça fait 4 ans de procédure. Pour en arriver là. Et d'argent public, en fait, bien sûr. Comme on en causait avant de commencer. Donc, parce que vous avez été plusieurs à aller décrocher dans une mairie. Dans plusieurs mairies, oui. Donc 4 ans de procédure, ce serait intéressant de voir combien ça chiffre. On a eu 5 procès, c'est-à-dire on a eu un premier procès, un appel, une cassation qui nous a renvoyés sur Toulouse pour être rejugés. À Toulouse, ils nous ont relaxés et le parquet a renvoyé devant la cour de cassation pour voir si vraiment on était... Si vous étiez vraiment relaxable. Voilà. Et finalement, la cour de cassation dit que oui, on est définitivement relaxé. Maintenant, il n'y a plus rien... Alors, on risquait pas gros, si tu veux. Au pire, on risquait, je crois, 600 € d'amende pour ceux qui avaient plus de revenus et 250 pour ceux qui avaient moins, quoi. Voilà. Enfin, c'était pas... Le truc, c'était symbolique, mais on voulait pas lâcher l'affaire, quoi. Mais ouais, mais carrément. Voilà. Mais le truc où ça m'a chagriné, c'est pour les gens qui payent des impôts. Je fais partie des gens qui ne sont pas imposables. Et justement, on en discutait avant de brancher le micro, où il y a quand même une grosse partie de tes impôts qui ont servi à payer les gens qui sont allés t'embêter par rapport à ce truc de décrochage de drapeau pendant 4 ans. De portrait. De portrait. Ouais, c'est attention, parce qu'on ne plaisante pas le drapeau. Le portrait, on peut plaisanter à moitié, d'ailleurs, tu vois, ça nous a coûté. Mais le drapeau, on ne plaisante pas. Ça a coûté une garde à vue aussi, et une perquisition
plus ou moins sévère en fonction des réactions des gens qui recevaient les flics chez eux. Et ça veut dire que les flics arrivent le matin, ils sont arrivés ici et ils sonnent à 7h du matin, bonjour police, ouvrez, bon, voilà, tu ouvres. Et puis ils arrivent, ils étaient 3, ils regardent dans l'appart. Alors pour moi ils ont été cool parce que bon, ils m'ont demandé vous savez pourquoi on vient, tout ça. J'ai dit oui, c'est le décrochage. Enfin je ne l'ai pas pris de manière agressive, quoi. Je me suis dit ils sont là, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Ouais. Et donc ils ont regardé un peu partout, puis ils pensaient que j'étais le photographe, alors qu'à l'époque non, je conduisais une voiture, quoi. C'est pour ça qu'ils m'ont retrouvé avec la plaque, quoi. Donc ils pensaient que j'étais le photographe, alors ils ont pris quelques cartes photos que j'avais sur le bureau là, et point, quoi. Voilà, ils n'ont pas touché les ordi, rien, quoi. Mais chez un collègue là, qui n'allait pas très loin d'ailleurs, c'était sa nana qui a reçu, ils ont tout piqué, enfin tout piqué l'ordinateur principal, dont elle se sert pour son boulot, quoi, et puis ils ont fouillé la baraque, quoi. Et après, donc, moi, et puis on était, je sais plus, 3-4, je sais plus, à être amenés en garde à vue. Donc moi, je suis monté avec les 3 flics, là, dans leur bagnole, ils m'ont emmené à Arcachon, et puis là-bas, j'ai retrouvé 2 autres, ouais. Et voilà, donc ça nous a coûté ça aussi, quoi. Plus 5 procès, quoi. Voilà. Tout ça pour arriver à 0, quoi. Et c'est combien de temps garde à vue? 8h, on a dû arriver là-bas, 8h, 8h30, jusqu'au soir 18h, quoi, un truc comme ça, quoi. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le militantisme écologique, quoi, si tu veux, voilà, parce que c'était avec ANV COP21, tu vois, ANV pour Action non violente, ouais. Et COP21, pardon. Et donc voilà comment je suis rentré là-dedans, quoi. Alors, moi j'ai l'impression que tu as commencé un petit peu à mettre des pieds Oui. dans des fonctionnements un petit peu plus alternatifs, un peu avant. Oui, alors oui, parce que bien nous, sûr, on s'est rencontrés dans un squat, bien avant ça, oui, et dans un squat parce qu'on appelle ça des squats, oui, mais c'est de la réquisition citoyenne de logements vides. Bien sûr. On a des gens qui sont à la rue, oui, bien sûr. Et que c'est aussi, pour moi c'est de l'écologie humaine, chose qui est vraiment importante. Alors, effectivement, avant, oui, j'étais allé dans ces lieux alternatifs, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que tu as commencé à venir dans les lieux alternatifs comme ça? Ça faisait un petit moment que j'étais à la retraite, que je faisais la photo, et puis au bout d'un certain temps, tu te dis, bon, maintenant qu'est-ce que tu fais avec tes photos et tes aspirations? Est-ce que tu vas faire des paysages et puis photographier la grand-tante et la petite cousine qui sont pour sympathiques, mais il faudrait peut-être que tu te bouges un peu les fesses, quoi, pour aller faire ce que tu aimes et aller chercher. Et donc j'ai cherché sur les squats, les migrants, tout ça, sur internet, et j'ai vu que le Squid, puisqu'à l'époque c'était le Squid à la gare, hein, ouvrait ses portes pour des réunions à qui voulait. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir, quoi. Puis j'avais toujours cette idée de faire des photos aussi dans ces milieux alternatifs. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une de ces réunions et que j'ai proposé de faire des photos. Un gars qui était très branché photo et qui m'a dit, ouais, ce serait bien que tu fasses un atelier. J'avais pas pensé faire un atelier, moi je pensais faire des photos des gens, mais j'ai dit pourquoi pas, et puis c'est comme ça que petit à petit je suis rentré dans ce milieu-là, quoi. J'ai fait des images et que j'ai rencontré des gens. Parce que le Squid, c'était un lieu qui accueillait des migrants, il y avait aussi beaucoup de mineurs, il me semble. Oui. Donc nous on s'était rencontrés au Squid, et ce qu'il y avait de spécifique sur ce lieu-là, c'est qu'il y avait des ateliers de clowns qui étaient proposés, il y avait des ateliers de théâtre, d'impro, l'artistique était présent sur le lieu. C'est là que j'ai rencontré le slam aussi avec Caillou. Voilà. Il y avait Ken aussi qui avait fait une exposition. Ken qui est un photographe sur Bordeaux. Donc c'est par ce vecteur-là qu'on a commencé à se parler en fait. Moi aussi je venais complètement de l'extérieur. À cette époque-là j'étais en école de coaching. Oui, je me souviens. C'est vrai qu'à l'époque, ça me faisait un grand écart parce que la journée, j'allais en formation avec des gens qui voulaient optimiser d'autres gens pour leur permettre d'être plus coopératifs à la vie professionnelle et à la vie sociétale. Et le soir, je ramenais les restes de viennoiserie au squat, quoi. Et ça me faisait vraiment des grands écarts dans la tête, ça me faisait du bon. On a commencé à relationner par ce biais-là. Et moi, j'avais réussi à y mettre les pieds
par la petite ficelle du il y a des trucs artistiques, venez, il y a du free shop, mélangeons-nous et voyons ça fait quoi nos différences. La zone du dehors, c'était... Oui, la zone du dehors, en fait, c'était un collectif d'admins qui se sont regroupés et qui sont allés ouvrir 12 maisons pavillonnaires. C'est ça. Qui appartenaient à une grosse entreprise qui attendait des plus-values immobilières pour revendre les biens plus tard. Donc en attendant, c'était en jachère. Et à Bordeaux, il y a beaucoup de réfugiés qui sont dans la rue. Et que quand les policiers ils y vont, ils éventrent les tentes et ils les poussent ailleurs. Donc ouais, j'ai fait partie de cette aventure-là. Donc, moi aussi j'étais là juste à l'ouverture, quand les gens ont investi lieu, après les flics sont arrivés pour prendre les identités. Donc voilà, la deuxième expérience de squad, si, il y en avait aussi une autre. Donc là c'était plus festif, il y avait Caillou qui était passé aussi, rue de la Fusterie je crois peut-être, non? Pas la fistinière, c'est la fumisterie. La fumisterie, voilà, c'est ça. À la fumisterie où c'était vraiment chouette. C'était pas du tout le même type de gestion. Sur la zone du dehors, il y avait plusieurs pavillons. C'était carrément tout un quartier en fait. Parce qu'il y avait eu 12 pavillons d'ouverts. La fumisterie, c'était une grosse maison dans le centre-ville de Bordeaux. C'est des trucs différents. Parce que la fumisterie, il y avait pas de réfugiés dedans. Beaucoup d'étudiants. C'était très festif. C'est ça, c'était la période où ils bloquaient l'université. Et quelques années plus tard, les bâtiments de Sainte-Soline. Oui, comme je fais toujours partie d'ALV comme 21, mais on a toujours une petite bande de gens qui se connaissent, un petit groupe qui s'est dit, on va à la Sainte-Soline, parce que défendre l'eau, lutter contre la privatisation de l'eau, c'est notre truc, on ne peut pas laisser passer ça comme ça, sans rien dire, sans rien faire, surtout que ça promettait d'être une grosse manif internationale. Il y a des gens qui sont venus effectivement de plusieurs pays, de toute la France, c'était un gros truc. Vous êtes parti à 6 de Bordeaux jusqu'à Sainte-Soline, ça fait combien de temps de route? Alors, le temps de route, ça dépend de la voiture. Les jours sur votre convoi, vous avez eu combien de temps? Là, c'est à 200 et quelques kilomètres, c'est pas très loin de New York. Donc ça fait 3 heures. Ouais, bien tassé. Donc votre journée, elle commence à quelle heure? On est parti le matin, on est parti à 11h je crois, et on a dû arriver vers 16h, un truc comme ça. Et puis là-bas, on a retrouvé aussi des gens de Bordeaux, des gens d'Extinction Rebellion, d'autres gens d'ANV, j'avais croisé. Donc on était plusieurs de Bordeaux, mais à venir vraiment ensemble, on était 6. On s'est fait un petit cercle de tente avec une table au milieu, et on a pris l'apéro le soir. Donc vous y êtes allé dans l'idée de camper, donc vous êtes arrivé la veille du... Le rendez-vous c'était sur 2 jours. Vous avez l'arrivée la veille, donc c'était le vendredi. Et donc on a installé la tente le vendredi après-midi, la manif c'était le lendemain. Mais la veille, en fin d'après-midi, on est allé à la rencontre des tracteurs, parce qu'il y avait toute une file de tracteurs qui venaient de la Confédération paysanne, qui arrivaient, donc leur point de rendez-vous c'était Lusignan, une ville un peu plus haute. Ça devait être impressionnant. Et ils ont été emmerdés par les flics, ils ne voulaient pas les laisser passer, donc ils ont rusé tout ça, ils ont été escortés, et puis en arrivant, ils ne pouvaient plus passer. Donc on est allé à leur rencontre et on a bloqué la voie de chemin de fer, la voie de TGV. Et ce qui leur a permis de passer par la campagne, les tracteurs, ils ont passé par les champs, ils ont passé au-dessus sur la voie de LGV pour... là où les véhicules de policiers n'étaient pas équipés pour passer. Et le fait de bloquer cette ligne à grande vitesse, ça leur a permis à eux de passer tranquillement au-dessus de la voie ferrée sans risque. Et comment on bloque une ligne de... Eh bien, à plusieurs, il y en a qui ont fait tomber les grilles, et puis on était peut-être 200, 300 à nous installer. Et tu avais les flics sur un pont à côté, qui voyaient le truc, qui a même balancé après des lacrymos pour nous faire partir. Donc l'alerte était donnée. Et ce qui a permis de faire un peu de diversion. Pour que les tracteurs puissent couper à travers champs et se faufiler, tels des tracteurs qui se faufilent. Et après, il y a eu toute une file de tracteurs qui est arrivée donc, par une petite route et ils ont été accueillis à faire.
Tu sais genre quelle quantité il y avait? Je peux pas dire, mais il y avait beaucoup. Quantité beaucoup, c'est Ouais, pas mal. Ça. ouais. Et puis voilà, enfin, il y avait des gens aussi, il y en a qui venaient de loin quand même, qui étaient partis le matin à 7h, ils arrivaient le soir, il devait être 19h. Enfin voilà, ils avaient fait 12 heures de tracteur. Après, bon, le soir, ils sont allés au camp, ils sont tous installés. Donc là, opération la veille pour arriver à ce que les tracteurs puissent vous rejoindre parce qu'ils étaient bloqués un peu plus loin par les forces de l'ordre. Oui, ils ont été emmerdés comme pas possible. Parce que la manif était interdite par la préfecture, bien sûr. Donc, c'est pas rigolo. Oui, donc cette interdiction n'a pas empêché que le lendemain, il y avait 30 000 personnes dans les prés. Quoi. Donc voilà pour le vendredi. Quoi. Ok. Donc petite soirée en coin de feu et... Ouais, alors en coin de feu pas trop parce que quand même on était dans un champ donc, qui était prêté par quelqu'un, c'était privé et c'était pas sur la commune de Sainte-Soline, c'était juste à côté parce qu'on n'avait pas le droit, vu que la manif était interdite, c'était interdit d'aller sur la commune même de Sainte-Soline. Quoi. D'accord. Pour camper, voilà. Donc on était dans un terrain prêté par quelqu'un. Donc vous étiez accueillis sur un terrain privé, voilà. Ce qui vous permettait de vous prémunir d'un quelconque embêtement des forces de l'ordre pendant la nuit. Ouais, c'est ça. Mais donc c'était pas un camping aménagé, quoi. Donc oui. On était dans la bouillasse, il a plu en plus le soir, enfin c'était vraiment... quelqu'un parlait de Woodstock, tu sais, vu la boue, quoi. Alors ils n'avaient pas la musique, quoi, mais vraiment c'était... de la boue partout. Il y avait un état d'esprit. Ouais. Et puis le soir, il y a eu plein de prises de parole, d'explications de ce qui allait se passer le lendemain. Enfin, puis on a pris l'apéro avec les copains. Enfin, c'était tranquille, festif et informatif quoi, aussi. Ouais. Tu as des choses qui te reviennent à l'esprit, des choses que tu as découvertes dans ce qui a été informé. Je disais, il y avait des prises de parole informatives. Ouais. Donc, oui, comment allait se passer le lendemain, comment ça allait se passer, quoi. Voilà, par exemple, on serait divisé en 3 groupes, 3 cortèges, voilà, qu'il y en aurait un qui serait plus cool, 2 autres plus déterminés, voilà, enfin c'était de cet ordre-là. Après, il y avait des infos aussi par rapport à comment être dans la manif, c'est-à-dire veiller les uns sur les autres. Si jamais on voyait quelqu'un qui était en difficulté ou blessé, appeler les médics, montrer l'endroit, enfin voilà, tu avais plein de trucs pratiques comme ça. Des choses aussi par rapport aux potentielles agressions sexuelles, voilà, comme ça des grands groupes, tu as toujours voilà, des types, des nanas, j'en sais rien, enfin, qui peuvent avoir des mains baladeuses ou qui peuvent profiter des situations. En fait, il y avait un lieu où on pouvait aller dire... C'était assez bien organisé, assez clair et suffisamment bien répété quoi, pour que les gens savaient où ils allaient. Quoi, en fait. Et puis ça a été aussi un peu répété le lendemain matin, juste avant de partir. Quoi. C'est quoi ces 3 groupes? Donc l'idée, c'était d'encercler la bassine. Quoi. Ok. Elle fait quelle dimension la bassine? Je crois que c'est 18 hectares, quoi. Enfin, c'est un gros truc. Quoi. Je ne me rends pas compte, 18 hectares, ça fait quoi? Ça fait combien de stades de foot? 18, quoi, à peu près 18 stades de foot. Quoi. Oui, c'est un truc énorme. Ah ouais. Et c'est une grosse digue qui doit faire, je crois que ça fait 8 mètres de haut la digue, si je me souviens. Et donc qui entoure comme ça. Ouais. Une grande esplanade vide, parce que pour l'instant il n'y a rien. Quoi. Et après, c'est censé être bâché, voilà, pour être imperméable. Et puis tu as des canalisations et des pompes qui vont puiser dans la nappe phréatique. C'est pas de l'eau de pluie ni de l'eau de ruissellement, c'est qu'on va puiser dans la nappe phréatique pour remplir cette bassine, donc ça prend des mois, quoi. Enfin l'hiver ça se fait normalement. Et puis pour l'été, avoir cette réserve qui s'évapore, il y en a un tiers qui s'évapore, après le reste, tu as des algues, des micro-organismes qui s'y mettent, donc c'est censé servir à quoi, le bassine? Alors, c'est censé servir à 5-6% des gros agriculteurs qui font essentiellement des céréales style maïs
Donc des agriculteurs qui font de la monoculture. Voilà, c'est de l'agro-industrie. Et qui sont sous contrat avec l'agro-industrie. Oui, c'est ça. Ou alors des gros éleveurs qui font du maïs pour l'ensiler, pour donner à leur bétail. Enfin voilà, c'est de cet ordre-là. Et donc les gens de la Confédération paysanne disent mais déjà on accapare l'eau et en plus pour stocker l'eau le meilleur endroit c'est dans la nappe. C'est pas de la sortir à l'air où elle va s'évaporer, devenir impropre. Voilà, et puis ça profite qu'à 5-6% des agriculteurs. Et puis c'est financé aux 2 tiers, au moins aux 2 tiers, par mes impôts. Enfin, de l'argent public, quoi. Ouais. Tu vois. Pour être refacturé, ensuite les agriculteurs vont payer pour avoir le droit d'avoir accès à cette eau-là en plus. Ouais. Donc c'est un début de privatisation de l'eau. Oui, c'est ça, c'est exactement de la privatisation de l'eau. C'est contre ça que... Et en mettant tout en place avec l'argent des impôts de tout le monde et de ceux qui ne sont pas forcément d'accord. Voilà, donc les 3 groupes étaient censés entourer cette bassine. Donc il y avait un groupe qui était, on va dire, plus cool, plus familial, plus... Ils avaient des noms, les groupes, il me semble. Ouais. Donc c'est celui dans lequel j'étais, qui était plus cool, plus familial, tout ça, c'était l'outarde rose. L'outarde rose. L'outarde, c'est un oiseau en voie de disparition, c'est pour ça. Après il y avait l'anguille bleue, je crois, pareil, et il y en avait un autre, je ne me souviens plus, mais enfin c'est des animaux, des oiseaux du coin qui sont en danger, quoi, en fait. D'accord. Et donc moi j'étais dans le groupe le plus cool, qui était énorme, ça s'est tiré. Donc ça c'est le groupe familial, qui était peut-être plus... il y avait des positionnements par rapport au groupe, genre... Il y en a un qui était plus devant, l'autre plus au milieu, l'autre plus derrière dans l'avancée du cortège. Non, ça s'est allé. Il y avait un groupe qui a pris une route, et un deuxième qui a pris une autre route, et le troisième, je ne sais plus où ils étaient ensemble. Enfin, les 2 autres, si tu veux, c'était des gens plus déterminés, qui étaient censés aller plus au contact, et pour franchir les lignes et monter sur la bassine, quoi. On devait se déployer dans une chaîne humaine pour essayer d'entourer au maximum. Enfin, le but aussi, c'était de traverser, de monter sur la bassine. Il y avait des enfants? Alors oui, dans le groupe où j'étais, oui, il y avait des enfants. Quand on est arrivé près de la bassine, on a vu qu'elle était complètement encerclée par les flics. Donc il y avait des fourgons, des flics. C'était 3200 autour. Et puis on voyait sur le côté les autres qui arrivaient et qui commençaient à se prendre des lacrymos et des grenades. On entendait ça péter, et t'avais de la fumée, enfin voilà. Ouais. Et nous, quand on est arrivé, donc on s'est étalé comme prévu, en faisant une chaîne, tout ça. Ouais. Moi j'étais avec mes 2 appareils photo et j'étais quasi au bout de la chaîne et je photographiais les gens qui se tenaient par la main, tout ça. Oui, parce que toi tu y es quand même allé dans l'idée de faire des photos. Ouais. Et après, j'ai fait ça un certain temps, je suis allé devant, derrière, tout ça, et puis là j'ai vu que plus loin, là-bas au bout, ça pétait de plus en plus, ça fumait, voilà, je me suis dit, bon, je vais aller là-bas. Donc je me suis approché, j'ai pris des images, je suis allé assez près, et à un moment, j'ai entendu une énorme explosion, j'ai valu à 1 mètre, je ne sais pas si c'est 1,50 m ou 80 cm, enfin très proche de moi, et avec un nuage comme ça, et vraiment ça te prend les tympans, quoi, c'est un bruit. Et puis j'ai senti, j'étais touché à la jambe, et, bon, voilà, sans plus, j'ai pas vraiment mal, mais j'ai senti que j'étais touché, donc je me suis reculé, je pouvais marcher. Et puis je regarde ma jambe, je vois qu'il y a du sang sur mon pantalon. Donc là je me suis dit, c'est grave, quoi. Et puis quelqu'un a vu aussi, après les médics, il y a 3 mecs qui sont venus, elles m'ont aidé à aller plus loin. Sur un talus, voilà, ça ne risquait rien, quoi. Ils ont découpé la jambière du pantalon, et puis effectivement, il y avait un gros trou dans la cuisse, quoi, ici, quoi. Donc elles m'ont fait un pansement, et puis l'idée c'était d'attendre une voiture pour aller sur la base arrière à quelques kilomètres, enfin, de là où elle était partie, quoi, sur le camp,
Donc sur le terrain, dans l'autre village, sur le terrain privé. Ouais. Où là il y avait les tentes qui étaient prévues pour accueillir les blessés. Quoi. Et il y avait les médecins, il y avait les infirmières, il y avait même les psys qui passaient pour voir. Donc là j'ai attendu pas mal de temps parce que là ce qui m'a vraiment touché c'est de voir tous les blessés qu'il y avait quoi, et de voir des gens en sale état. Quoi. Et là, j'ai réalisé que vraiment c'était grave ce qui arrivait. Quoi. Donc là, ce que tu me racontes, tu as déjà été rapatrié. Là, je suis encore sur ta petite colline, sur ton petit talus. Voilà, et sur la route, parce qu'après, il y a eu un mouvement de foule aussi, parce qu'il y a des flics en quad qui ont tiré en direction de là où étaient les blessés, des lacrymos, donc ça a bougé, c'est revenu. Donc les squads de policiers, les squads de quad, de policiers en quad. D'accord, oui. Parce que je crois que c'était une squad en fait, de policiers en quad. En quad, ouais. On sciemment tiré sur le carré des blessés. En direction des blessés, et c'est des élus avec leur écharpe qui ont fait barrage, qui se sont montrés pour que ça s'arrête. Ils en ont pris plein les yeux et plein le nez, quoi. Mais voilà, ils étaient là, heureusement aussi, quoi. Donc vous, les blessés, vous avez été protégés par les élus parce qu'ils ont fait une barrière humaine grâce à leurs écharpes d'élus. Ce qui a freiné un peu les squats des quads. Oui. Parce que tu as eu l'impression que ça a fait. Mais oui, puis après, j'ai vu sur internet, il y a eu des témoignages d'élus qui ont dit qui s'en étaient pris aussi plein le nez pour défendre ça. Et puis, il y a eu un cri de protestation unanime, quoi, en disant mais qu'est-ce qu'ils font, quoi. Enfin, puisqu'on n'était absolument pas en danger, il n'y avait que des mecs allongés sur la route avec des toubibs autour, et voilà. Et c'était trop, quoi. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'à un moment, il y avait eu une montée de non, ils ne nous bloqueront pas? Cette énergie que j'ai sentie et que je me souviens vraiment aussi avec émotion, c'est ce nombre de gens qui se tenaient par la main et qui montaient en direction des bassines, quoi. Et ça, c'était fort, quoi. Donc là, pour situer un peu, ils étaient face aux 3200 policiers et ils ont dit ils sont pleins, mais on lâche rien. Oui, c'est ça, oui. Après, bon, les gens se sont arrêtés, il y avait un no man's land, si tu veux, entre les flics et puis les manifestants. Et puis, après, ils ont recommencé à avancer, on a entendu les sommations dans les règles, quoi, mais ça n'a pas duré longtemps, et après, ça a commencé à pleuvoir. On en parlait avant, tu m'expliquais. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient comme. C'est pas des armes, hein, parce que. Si, ce sont des armes de guerre, les grenades, entre autres, là, dont j'ai reçu un éclat dans la jambe, c'est classifié comme arme de guerre. Pour situer un peu, géolocaliser les gens, c'est l'intérieur de la cuisse droite qui a été touché. Pas loin du genou. Pas loin du genou. Donc, c'est quoi qui t'a touché? C'est la collerette d'une grenade de désencerclement. Une grenade de désencerclement, c'est fait normalement, c'est quand les flics sont coincés, qu'ils ne peuvent pas se sortir d'une affaire, qu'ils sont en danger pour leur vie. Ils balancent ça. Ça fait un bruit énorme, ça explose et ça fait partir les gens. Enfin, voilà, mais c'est à utiliser. Alors, déjà, il n'y a qu'en France qu'on utilise ça, en Europe. Et puis, c'est à utiliser parcimonieusement. Quoi. C'est en cas vraiment de légitime défense. Quoi. Voilà. Si ça craint vraiment pour eux. Alors que là, ils en balançaient 2 par minute. Quoi. Enfin, c'était de cet ordre-là. Et tu m'as expliqué que ça se. C'est quoi tu me disais avant, ça se lance en cloche. Alors, ça, c'est des grenades lacrymogènes. Les grenades lacrymogènes, donc c'est fait pour balancer de la fumée qui pique, enfin tout le monde connaît ça, quoi. Et ça se balance en cloche, c'est-à-dire qu'elles explosent en l'air et ça descend en petits palets incandescents, quoi, qui sont pas très dangereux et qui font de la fumée. Ce qui est dangereux, c'est quand c'est tiré à l'horizontale et que ça rencontre un œil, une jambe, une mâchoire, voilà, quoi. Et là, le type qui est en coma encore aujourd'hui, c'est ça qu'il a pris, le surissage
pense, dans la tête, je saute. Donc il avait quand même un casque de protection. Ouais, un casque de chantier. Et le casque à voler. Et ça a été reconstitué, de quelle manière il a été touché, ce qui le touche, et comment c'est arrivé sur lui, comment ça l'a touché, et comment son casque a voler. Voilà, donc ça, théoriquement, c'est interdit, quoi, de tirer à l'horizontale au 10 degrés l'angle, alors que normalement c'est 45. Quoi. Pas que des trucs comme ça, quoi. Ce qui est interdit aussi, tir de LBD depuis les quads. Alors qu'est-ce que c'est du LBD? Alors le LBD, c'est lanceur de balles de défense, donc c'est une espèce de fusil, enfin de canon, là, qui envoie une balle en caoutchouc, très dure, quoi. Et ça c'est pareil, c'est à utiliser en dernier recours, quand tu ne peux pas faire autrement, et c'est de la légitime défense, quoi. Enfin, voilà, c'est pour arrêter quelqu'un qui va commettre quelque chose de grave, un crime, je ne sais quoi. Alors que là, enfin, on fait des tirs à l'horizontale, ils éborgnent, ils cassent des mâchoires. Et théoriquement, depuis une moto ou un quad, c'est interdit. Et là, on a vu très clairement, il y a des images qui montrent des flics qui tirent des LBD depuis le quad. Bon, il disait non, quand il a vu les images, il a été obligé de dire « Ah ben oui, ils seront sanctionnés. » Donc voilà, enfin il y avait plein de trucs où ils étaient là en fait pour empêcher, coûte que coûte, les gens de passer et en plus faire peur, faire mal et voilà. Casser l'image. Ouais, c'est ça. Et évidemment, quand les plus déterminés sont confrontés à ça, ils deviennent encore plus déterminés, quoi. Et c'est une escalade de violence, ça s'est arrêté puisqu'à un moment il y avait tellement de blessés que les médics n'y arrivaient plus à tirer les soins, quoi. Donc les acteurs ont arrêté la manif, quoi. Et par rapport justement donc on était au carré des blessés, donc là tu es sur la petite colline, tu n'es pas encore rapatrié à la tente où il y a les médecins, où il y a les psychologues et tout. Comment ça s'est passé pour pouvoir se rapatrier? Est-ce que vous avez été embêté? Est-ce que vous avez été bloqué par les forces de l'ordre? Alors, oui, on a attendu beaucoup, enfin perso j'ai attendu pas mal, et puis il y a des gens qui étaient en sale état, qui ont attendu beaucoup, alors dont celui qui est encore dans le coma, il a attendu le SAMU qui n'arrivait pas parce que le SAMU avait interdiction par le commandement de gendarmerie d'aller sur place, quoi. Alors, ce qu'ils ont dit, les flics, oui, il y avait du danger, la préfecture, je sais pas, oui, il y avait du danger, donc on ne pouvait pas laisser passer, alors que non, là où on était, il n'y avait pas de danger, quoi. Et il y a des enregistrements qui le prouvent et qui ont été mis à diffusion. Donc voilà où on en était, quoi. Donc moi j'ai attendu longtemps, déjà parce que je faisais pas partie des plus urgents, quoi. Et puis après, c'est un manifestant, quoi, un gars qui avec sa voiture faisait l'aller-retour entre la base arrière et puis là où on était. Il a amené plein de gens comme ça. Donc en fait, c'est avec des véhicules personnels qui se sont transformés en ambulance de fortune pour pouvoir ramener les gens qui étaient blessés aux tentes des médics sur le terrain privé de la commune d'à côté pour pouvoir se protéger des forces de l'ordre. Ouais, et puis surtout pour être vu par un médecin, éventuellement recousu parce qu'ils avaient du matos un peu plus élaboré que sur le terrain. Enfin, voilà, puis un lieu tranquille, quoi. On était à l'abri, quoi. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé pour ta cuisse? T'ont recousu là-bas? Non, alors j'ai vu un médecin qui, au départ, voulait recoudre, puis qui a vu quand même de quoi il s'agissait. Il a dit non, là, c'est trop gros, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc je ne recouds pas. Ils m'ont posé des stéristripes et puis un pansement. Et il m'a dit, je vous conseille d'aller le plus rapidement possible, c'est-à-dire ce soir au plus tard, dans un hôpital pour qu'ils voient ça et qu'ils explorent. Donc là, il est environ quelle heure pour pouvoir se situer dans l'espace-temps? Là, il doit être, je ne sais pas, 16 heures peut-être. Et le départ pour redescendre sur Bordeaux, parce que vous avez 4 heures de route quand même? Ouais, alors on a mis un peu moins de temps pour revenir. Le départ, c'était en soirée, donc en fait, il a fallu que j'attende que les autres reviennent de la manif. Ils ne correspondaient pas au téléphone, bon j'ai essayé de les appeler, mais c'était coupé, puis ça, voilà. Oui, parce que ce que les gens qui n'y sont pas peut-être calculent pas forcément, c'est on est vraiment sur une ambiance de guerre civile. Voilà, ouais.
Et en plus, l'idée c'était de rester ensemble, de veiller les uns sur les autres. Mais moi, faisant des photos, j'avais prévenu les copains, moi, voilà, si vous voulez me suivre, vous le faites, mais moi je vous suivrai pas, quoi. Je suis pris dans mes photos, et donc on s'est séparés. Toi, tu es redescendu sur Bordeaux, pas avec la même voiture, pas avec le même groupe. Si tu veux, il y avait 2 voitures. Oui. On avait décidé de rester le soir et le lendemain, mais vu mon état, j'ai dit non, on rentre tous à Bordeaux, tout ça. Et il y en a 2 qui m'ont pris et m'ont amené à Robert Piquet, aux urgences de l'hosto de côté, quoi. Ok. Et donc là, Robert Piquet, qu'est-ce qui se passe? Je passe une radio, je vois un médecin, un infirmier qui me fait des prises de sang, tout ça, et puis le médecin me dit bon, on va recoudre, et puis pareil, il voit l'état de la queue, il dit non, on va pas recoudre, on attend qu'il y ait une place au bloc pour explorer. J'ai attendu jusqu'au lendemain, début d'après-midi. Voilà, donc j'étais sur mon brancard. Tu étais bien à jeun. Oui, c'est ça. Là, du coup, c'est clair. Ouais. Est-ce qu'ils avaient déjà fait la radio ou pas encore? Oui, si, ils ont fait la radio dessus. Donc là, ils avaient fait la radio. Mais ils n'ont rien vu à la radio. Cette fameuse radio où on ne voit rien. Voilà, c'est ça. Parce que c'est un truc en plastique. Où légalement, il n'y a rien à déclarer. Ouais. Ce serait un truc en ferraille, tu le verrais, quoi. Mais un truc en plastique, tu ne le vois pas. Voilà, donc tu vois juste je l'ai la radio, mais tu vois juste des trucs un peu plus sombres, mais c'est pas franc. Tu vois rien, quoi. Et donc, je suis passé au bloc 14h30 le dimanche. Donc, le dimanche à 14h30. Et il y a anesthésie générale, et puis ils ont exploré, ils ont nettoyé. Et ils ont retrouvé. Et quand je me suis réveillé, j'avais des affaires, le compte rendu d'hospitalisation, tout ça, et dans une enveloppe, j'avais ce que je t'ai montré, quoi, un petit pot, avec la collerette de la grenade. Donc là, je l'ai bien nettoyé, hein, c'est propre, c'est joli, mais sinon c'était sanguinolent. Voilà. Alors, une collerette de grenade, pour se rendre compte de la dimension de qu'est-ce que ça fait, on peut donner en point de repère. Entre 5 et 6 cm de diamètre. Donc 5 et 6 cm de diamètre. Les petits verres à vin, c'est la taille du cul du verre à vin. Ouais, un petit peu plus, grosso merdo. C'est juste pour avoir un petit repère. Donc il y avait ça dans la cuisse de Maurice. C'est ça. Bon, maintenant c'est dans un petit pot. C'est ça. Donc je suis sorti avec une grande balafre, quoi. Je sais pas, il y avait 8 points de lâche, mais l'infirmière m'a dit ouais, je vais remettre le double, donc, avec un trou au milieu, quoi. Donc actuellement, tout est cicatrisé, les points sont enlevés, sauf qu'il reste encore un petit trou qui donne un peu. Ok, donc là actuellement on est à 3 semaines. À 3 semaines post-Sainte-Soline. Ben ouais, exactement 3 semaines, je suis passé sur le billard. Si tu veux, j'ai toujours pu marcher, mais avec plus ou moins de difficultés, quoi. Oui, puis au début, ça faisait quand même un peu mal si je forçais, quoi. J'ai jamais eu de douleur vive, ils m'ont filé des antalgiques que j'ai pas pris, quoi, mais bon, il fallait pas que je force trop quand même. Psychologiquement, comment tu vis le poste depuis ton retour? Alors, ce qui m'a... Enfin, il y a trois choses même qui étaient importantes. Donc, ce que je te disais par rapport à cette énergie de groupe, voilà, qui se tient par la main et qui monte, ça, je pense que je ne suis pas prêt d'oublier ça. Et puis, il y a aussi le fait de voir ces jeunes gars blessés dans un sale état, vraiment c'est très touchant aussi, quoi. Quand tu vois quelqu'un immobile dans un brancard avec un pansement sur toute la figure couvert de sang, tu te dis putain, qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi. Enfin, des gens qui sont portés par 4 gars qui sont inconscients, enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment, ça fait penser à la guerre, quoi, vraiment, et de voir ces gens-là comme ça, c'est très touchant. Hein. Mais là, le fait qu'ils changent leur plan, qu'ils me prennent en charge, qu'ils m'amènent, qu'ils prennent des nouvelles après, tout ça, je trouvais ça aussi très touchant, quoi. Enfin, est-ce que je reviendrai comme ça en première ligne pour faire des images? J'en suis pas sûr, quoi. Enfin, pour le moment, c'est non, quoi. Après, peut-être que oui, j'en sais rien, quoi. Revenir dans l'état actuel des choses,
le marquage par la peur et par la violence en face. J'ai pas vraiment eu peur, quoi. C'est ça le truc. En fait, si tu veux, quand je fais des photos, j'ai pas peur, en fait. J'ai fait des photos pendant les Gilets jaunes, par exemple, où ça pétait aussi, mais j'avais l'impression que, voilà, quand tu es photographe, que tu balances rien sur personne, on te fout un peu la paix, quoi. Alors que là, c'était pas le cas, quoi. Et là, ils arrosaient tout le monde, quoi. Et là, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas la cape d'invisibilité du photographe, exactement. La super cape de protection exactement. que tu croyais avoir en prenant des photos. Ouais. D'une part, et puis alors après quand je prends des photos, bon, je fais gaffe, quoi, mais je suis pris dans l'action et j'ai pas vraiment peur, quoi. Je suis assez présent, je fais attention, mais je flippe pas, quoi. Enfin, voilà, je me dis, bon, là je peux y aller, là je fais gaffe, mais voilà, quoi. Et alors que maintenant, je me dis, putain, si un truc comme ça se repasse, quoi, je suis pas sûr d'y aller, d'une part. Je me dis, bon, j'ai un petit téléobjectif, peut-être que de loin, ça peut être aussi bien. Voilà. Encore que là, de loin, les gens ont été pris par derrière aussi, par les fameux quads. C'était terrible. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose en toi qui est traumatisé quand même de cette expérience? Je ne me sens pas traumatisé, je ne me réveille pas la nuit, je ne fais pas de cauchemar, parce que je m'en suis bien sorti, je crois. Après, si tu veux, j'ai une sensibilité à ces blessés de guerre, quoi. Je crois que c'est ça le plus difficile, quoi, en fait. Donc ce que tu appelles les blessés de guerre, c'est les gens plus gravement atteints que tu as vus et qui n'ont pas pu avoir accès aux soins en temps et en heure. Ouais. Et puis aussi, j'ai un gros respect pour les médics sur le terrain, quoi. Extra, en fait, ils se sont occupés des gens, alors que ça pleuvait de tous les côtés, ils étaient là, ils étaient présents. Alors les médics, c'est des gens qui, à l'extérieur... C'est la relation de street medic, c'est des gens qui sont repérables, parce qu'ils ont un t-shirt blanc, un casque blanc, une croix que tu vois sur les ambulances, tout ça. Et c'est des gens qui peuvent faire le premier secours, quoi. C'est des gens qui ont des formations en premier secours. Ouais, ils ne sont pas super équipés, mais ils peuvent intervenir sur le terrain de suite, quoi. Et ils sont censés ne pas se faire attaquer, ils sont censés ne pas se faire prendre à partie par les forces de l'ordre ou par quelques oui, ils sont repérables. Est-ce que tu as pu constater que les forces de l'ordre tiraient ou pas? C'est possible, oui. Je ne sais pas. Bon, merci. Voilà, l'histoire. Eh bien, merci beaucoup, parce que c'était un exercice. Ouais, alors, oui, c'est un exercice. Après, je te raconte comme ça, ce que j'ai vécu, ce qui m'est arrivé. Un truc à chaud. Comment tu l'as vécu là? J'ai oublié. Je t'ai parlé, quoi. Voilà.